Oh! Moi, j'ai trois passions, hein. Ça remplit bien une vie, du reste. La musique, le tir, évidemment, et la plongée sous-marine. On se fait plaisir dans chacun de ces éléments. La musique, ça adoucit les mœurs, ça permet de s'entretenir une certaine sérénité. C'est un merveilleux instrument, le piano, l'accordéon, tout ce qui est de la musique, tout ce qui permet de pratiquer la musique, tous les instruments. C'est évidemment sans aucun rapport avec la plongée, mais un, le monde du silence, l'autre est le monde un petit peu du bruit, des croches, des noirs, des accords, des harmonies. Et alors le fusil, évidemment, c'est des chocs sonores qui sont à répétition, mais qu'il faut supporter, car ce sont les seuls, ceux-là, qui apportent des médailles d'or à la France. Bien, nous sommes ici en Corse, dans un très bel endroit. Nous sommes à peu près à 3 km de la mer. Nous sommes dans un parc d'à peu près 100 hectares. Et nous sommes au sein même du complexe d'Albacérène, où il y a un des stands les plus modernes de France, au point de vue technique, au point de vue couverture et au point de vue installation, parce qu'il est entièrement automatique, entièrement électronique, et il comporte quand même 4 fosses olympiques, 4 fosses universelles, 4 doubles trappes, un magnifique parcours de chasse. Ce stand est parfaitement orienté, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains stands. Et moi, je trouve que c'est très important parce que ici, on peut tirer de 7 h du matin à 10 h du soir dans cette saison du mois de juin, et on n'a jamais le soleil dans les yeux. Un stand, ça doit être orienté plein nord, 2 degrés est, à peine. Et c'est comme ça qu'on fait des stands. Vous êtes ici à l'intérieur d'une fosse olympique. Alors, une fosse olympique se compose de 15 appareils olympiques. Ceux-ci sont de la dernière génération, c'est-à-dire ultra modernes et commandés électroniquement par le dispatching qui est sur le pas de tir. Vous disposez donc de 15 appareils totalement automatiques qui ont chacun 15 vitesses différentes et 15 angles différents. C'est la discipline olympique. En vous approchant du milieu, vous avez la possibilité de transformer cette installation en fosse universelle, c'est-à-dire que vous procurez les 5 machines centrales, la 8, la 7, la 6, et la 9 et la 10, que vous ramenez dans un angle universel, et vous avez une fosse universelle. La centrale, qui est le poste 8 en fosse olympique, qui est la machine numéro 8 en fosse olympique, vous la transformez en robot. C'est la trappe américaine qui fait tous les azimuts dans les disciplines américaines. Et si vous voulez faire du double trappe, alors vous utilisez la 7 et la 8, qui est toujours le robot en trappe américaine, et vous utilisez la 9 et la 8 éventuellement dans des schémas différents de double trappe. Donc vous avez cette installation qui vous permet de faire fosse olympique, fosse universelle, fosse américaine et double trappe. Et puis c'est ici que je dispose de mon école de tir. Mon école de tir comprend le robot polymorphique des établissements Laporte. C'est une installation qui permet 152 possibilités dans tous les azimuts, aussi bien en trajectoire qu'en tension de ressort, qu'en hauteur, latitude, horizontale et verticale. Donc à partir de cet instrument, l'école de tir fonctionne. Je peux déterminer tous les problèmes qu'ont les tireurs, leur répéter, leur faire pas mal de misère, de façon à ce qu'ils s'affûtent et qu'ils deviennent de plus en plus bons à ce petit jeu qu'est le ball-trap. Et je souhaite que tous les tireurs français puissent en disposer, et j'ajoute qu'elle est à leur disposition. Nous allons prochainement faire une grosse implantation de tir à la cible, avec des disciplines de 25 mètres, de 3,7, enfin, même de l'air comprimé. Donc il sera très complet, et dans un cadre sur 100 hectares absolument vert, vous voyez ce que ça peut donner, 3 km de la mer, c'est vraiment la perfection. La mer, pour moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, du reste. Quand j'en suis loin pendant un certain temps, je sens qu'il me manque quelque chose et ça se reporte sur toute ma façon de me conduire. J'ai besoin de la mer, c'est indispensable pour moi. Je vis dans ce petit village que tu vois derrière, qui est très joli, avec une tour et tout. Je vis dans ce village parce que mon père y est né, je m'y suis marié, toute ma famille, mes attaches, mes racines sont ici un peu. Bien que je sois né à Paris, où j'ai fait toutes mes études, mes racines sont profondément ancrées dans ce village. Et je dois dire que on me le rend bien parce que j'ai affaire à des gens gentils, des gens sympathiques, et puis j'y suis bien. Et je pense que l'être humain doit se ressourcer dans des endroits où il se trouve à l'aise, où il se trouve bien, où il est à son aise, où il peut s'exprimer, où il est respecté, où il est compris. Je ne me verrai pas vivre ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois, même pendant un certain temps, et je reviens ici, donc c'est là que je suis bien.
C'est mon beau-frère qui habite cette grande maison que vous voyez derrière, là-bas, qui m'a fait tuer mes quelques premiers perdreaux avec une 14 mm. À l'époque, je dois dire que j'avais pris un certain goût parce que, sans le savoir, je tirais bien, mais j'avais pas beaucoup de cartouches. Quand je partais avec 3 cartouches que je m'étais fabriqué la nuit, il fallait que ça fasse trois oiseaux, quoi, parce que d'abord, ça améliorait l'ordinaire. J'avais des moyens qui étaient très limités. Je tirais pas des coups de fusil n'importe où, pas sur des plateaux à l'époque, donc je commençais comme tout le monde, je pense. Beaucoup de tireurs ont commencé par la chasse, et puis après, ils sont venus à la pratique du ball-trap. Alors là, j'ai commencé à tirer sur des plateaux d'argile, avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Marini, qui habite un peu plus loin, là, qui m'a fait casser mes premiers plateaux d'argile. J'y ai pris goût, j'ai un peu pris goût aux petits concours locaux qu'il y avait ici dans l'île. Et au bout d'un certain temps, il est évident que je les gagnais presque tous, mais ça ne voulait plus rien dire. Donc ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Marini, je le redis encore, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et il m'a dit, écoute, tu devrais prendre ton fusil et aller voir un petit peu si tu es aussi fort à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. En 1962, je suis parti à Paris et j'ai eu la chance d'arriver là-bas. Et là, immédiatement, j'ai gagné toutes les compétitions. J'ai gagné les 4 championnats qu'on m'a proposés dans le mois, c'est-à-dire le championnat de France, olympique, universelle, américaine, et même le skeet, qui à l'époque était une discipline, toujours maintenant du reste, mais à l'époque, le skeet était très prisé en France. Oh! Un point rapide sur l'équipement nécessaire pour pratiquer le ball-trap. Alors, un bon gilet de tir qui permet de mettre les cartouches dans les poches, une paire de lunettes de bonne qualité. Moi, j'ai choisi les établissements Bollé depuis toujours. Et ce qui est indispensable aussi, c'est un bon casque pour protéger, un casque anti-bruit pour protéger les tympans des nombreux coups de fusil que nous tirons. Oh! Ce qui est très important pour pratiquer le ball-trap, c'est la maîtrise parfaite de l'arme par un contact avec le corps qui se décompose en 4 positions. Vous avez la main gauche, la main droite, la prise d'épaule et la joue. La prise de la main gauche sur l'arme est quelque chose de très important, car c'est cette main qui, sur l'impulsion de tout le corps, va diriger l'arme vers la cible. Ce qui est nécessaire, c'est que cette main soit toujours au même endroit. Mais pour qu'elle soit toujours au même endroit, étant donné qu'il n'y a pas de repère sur ce devant en bois, et que certains tireurs peuvent se tromper d'1 centimètre ou 2, la force qu'ils vont donner à l'impulsion de l'arme sera différente suivant qu'ils sont en avant ou en arrière. Alors, ce que je suggère, c'est de mettre un repère, un petit repère sur le bois du fusil, comme ceci, de façon à mettre toujours le pouce dessus, ce qui fait que le tireur aura toujours la même force et le même besoin de la même force pour diriger l'arme. La prise main droite a également son importance. D'abord, pour tenir la crosse pistolet de ce fusil. Et ce qui est très important, c'est aussi le doigt, surtout le doigt. Car suivant, comme toujours, la morphologie des tireurs, on peut tirer soit avec le premier coussinet, soit avec la pliure, soit avec le deuxième coussinet. Ceci, évidemment, en fonction de la grandeur de la main de l'individu et de la possibilité qu'on a de jouer sur la longueur de la queue de détente. On peut l'avancer ou la reculer. Donc, ce qui est important, c'est de choisir si on va tirer avec le premier coussinet, la pliure ou le deuxième coussinet. Mais une fois qu'on aura pris cette décision, il faut s'y tenir et non plus bouger. Moi, je tire avec le coussinet du milieu, car j'ai l'impression que c'est là que je sens le mieux les réactions de mon arme. Après la prise de main gauche et la prise de main droite, ce qui est très important, et peut-être même le plus important, c'est la mise en joue. La position de la joue est fonction aussi de la position de l'épaule. D'abord, on doit mettre le fusil à l'épaule, la tête très haute. On fait descendre ensuite la tête d'une façon tout à fait normale, afin de toucher la crosse, sans excès, sans appuyer. On ne doit à aucun moment essayer de chercher. À ce moment-là, c'est que le fusil ne vous est pas adapté, que la crosse ne vous va pas, c'est qu'il y a un problème. Tout doit se faire tout à fait naturellement. On peut fermer les yeux, mettre le fusil à l'épaule, faire descendre la joue sur la crosse, et à ce moment-là, se trouver parfaitement en ligne. Sans forcer, sans appuyer exagérément, et surtout ne pas décoller. Rester dans un mouvement bien lié au fusil, sur toute sa trajectoire, sur tout son déplacement, et ne jamais décoller la joue de cette partie de la crosse. C'est très important, c'est ce qui fait souvent qu'on fait des erreurs, on peut les éviter difficilement, mais je pense qu'une bonne adaptation de cette partie de la crosse, qui est un peu incurvée,
et qui prend donc le défaut de l'épaule, ou pour certaines personnes très fortes ou d'autres très maigres, un endroit différent, plus vers la poitrine, et l'application de la joue d'une façon modérée contre la crosse, c'est ce qui permet d'avoir une visée la plus efficace et de faire le moins d'erreurs possible. Oh! Nous sommes ici chez M. Rognoni, qui est opticien à Follely, et nous sommes en train de déterminer l'acuité visuelle de Michael, qui est un élève qui va prendre des leçons de Baltrap. Donc Michael présente une acuité visuelle de 10 sur 10 à chaque œil, et nous allons déterminer son œil droit directeur. Ah. Grâce à cette crosse à conformité variable, nous avons pu adapter très précisément le fusil à la morphologie de Michael. Nous avons travaillé le busque, la pente, le dévers, le vrillage, tout ça, et maintenant on est certain que le fusil de Michael lui va parfaitement. Maintenant, je vais graduer la joue de Michael avec un crayon très gras, de façon à pouvoir comparer quand il épaulera, si sa prise de joue est toujours identique. Par rapport à la crosse qu'il aura d'appuyer ici ou là, cela me permettra de contrôler la hauteur de sa joue sur la crosse, s'il appuie trop, s'il appuie pas assez, ou si éventuellement il décolle la joue. Épaule, Michael, que je voyais un petit peu ton épaulement, la prise d'épaule, la prise de main. Vous voyez la joue, vous allez voir, vous voyez l'épaulement, vous voyez son application de joue contre la crosse. Nous allons recommencer. Vas-y, Michael, recommence. Vous voyez la différence qu'il y a. Vas-y, Michael, recommence encore une fois. Vous voyez, par exemple, maintenant, le repère a changé, son épaulement a changé. Alors, ce qui fait que sa prise de bande n'est pas pareille. La joue étant trop appuyée, il va voir entre le premier grain d'orge et le deuxième, et le guidon, une différence de bande qui va jouer sur la hauteur de l'impact. Donc, recommence, Michael. Voilà. Ça a l'air d'être son épaulement normal qu'il fait le plus souvent, c'est-à-dire une différence d'à peu près 1 cm, 1,5 cm. Alors, ce que je souhaite, c'est que sur 25 coups, 25 plateaux, le tireur mette son fusil toujours au même endroit. Ça aura des influences sur sa visée, sur sa prise de main, sur sa prise de bande, sur ce qu'il va voir par rapport au plateau. Et ce qui est important, c'est de faire toujours pareil. Donc je m'estime satisfait quand un tireur arrive à mettre son fusil 20 fois au même endroit. Sur 25, c'est bien. Et maintenant, nous allons vérifier les 4 prises de main. Michael, épaule, ne tire pas tout de suite. Il a sa prise de main gauche, sa prise de main droite, l'application de la joue contre la crosse, sa mise en épaule. Tout a l'air de bien se passer. Il est ferme sur ses jambes. Nous allons faire partir un plateau. Et Michael va faire ce qu'il peut pour mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Quand tu veux, tu commandes et tu tires. Oh! Tout s'est très bien passé. Tu as subi un recul normal. Peut-être parce que tu t'étais pas tout à fait assez avancé sur la jambe gauche. Nous allons recommencer. La pratique du Baltrap, bien sûr, nécessite une mobilisation de tout le corps. Un déplacement harmonieux. On tire avec tout son corps. On tire également avec sa tête. Mais il ne faut pas oublier qu'on tire aussi avec les jambes et avec les pieds. Donc un bon positionnement des jambes et des pieds est nécessaire. Alors certains tireurs se mettent de façon à ce qu'ils se sentent bien eux-mêmes. Ils ont les pieds joints ou les pieds écartés ou le genou gauche plié. Il n'y a pas de position type. Je pense que la position idéale est celle dans laquelle le tireur se sent le mieux, qu'il est le plus à son aise, que ça lui permette d'intervenir rapidement. Un petit déplacement, un petit penchement en avant va permettre de combattre le recul du fusil. Ma position personnelle à moi, celle que j'ai pratiquée depuis plus de 30 ans, est la jambe gauche raide, parce que là je suis sûr qu'il n'y aura rien de changé, ni elle sera comme ça, ni elle sera comme ça, ni elle sera comme ça, ni comme ça, elle sera toujours droite, c'est mon pilier. Et mon étai, la jambe d'étai est celle-ci, ce qui fait que quand j'attaque, j'attaque comme ceci, de façon justement à provoquer ce pré-déséquilibre qui va me permettre de combattre le recul du premier coup et d'avoir un deuxième coup très efficace. Il n'y a pas, je le répète, de position type, chacun a la sienne. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'il a décidé d'utiliser cette position, il n'en déroge pas. Et il doit absolument la pratiquer toujours pareil. Bien, Michael, je vais te montrer ce qu'il est nécessaire de faire, je le pense, pour bien maîtriser un fusil de Baltrap et pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, tu prends tout ton temps, tu fais ça comme si tu caressais quelque chose. Tu vas tout doucement, tu fermes ton fusil quand il est chargé, doucement, et là tu te mets en position. Tu as le temps de faire ça.
c'est à toi à tirer, tu as 10 secondes pour faire tout ça, donc c'est tout ton temps. Tu mets ton fusil à l'épaule, ta prise de main gauche est bonne, ta prise de main droite est prête à appuyer sur la queue de détente, tu fais descendre ta joue tout doucement, tu te mets en position d'attaque, tu attaques, tu attaques, tu attaques, et quand tu es bien prêt, oh! Tu vois, c'est un coup au but. Si on s'y prend bien, en principe, et qu'on fait toujours la même chose, on ne doit pas en manquer. Malheureusement, nous ne sommes que des êtres humains et nous ne faisons pas toujours pareil. Il faut essayer de se mécaniser au maximum et surtout, concentration et vigilance. À toi. Allez, applique-toi bien. N'oublie pas ta jambe gauche, hein, bien en avant. Tu as bien ta bonne prise d'épaule, ta bonne prise de joue. Quand tu veux, quand tu es bien prêt, tu y vas. Ah! Ben voilà un très beau coup. Hein. Là, tu n'y as pas fait de cadeau. C'était très bien. Tu es bien parti avec. On continue, allez. On continue. Alors, pareil. Dans ce petit laps de temps entre le 1 et le 2, tu as le temps de te refaire une petite santé. Tu t'appliques bien. Un peu de respiration. Tu commandes, tu y vas. Tu mets ton fusil à l'épaule. Tu commandes. La fosse est à toi. Bonne prise d'épaule. Beaucoup de calme. Tout doucement. Quand tu es bien prêt, tu y vas. Ah! Tu es parti avec un léger retard. Oui, mais ça arrive, qu'est-ce que tu veux? Tu es parti avec ce petit fraction, c'est le flash, tu sais, le flash de départ. Si tu n'as pas tout de suite l'acclimatation de ce plateau, il faut que tes yeux acclimatent tout de suite sur ce plateau. Là, tu as eu cette petite fraction de retard, et lui, le plateau, lui, il n'a pas de retard. Le ressort, t'inquiète pas que lui, il ne se trompe pas, il balance toujours pareil. On va se le refaire, allez, on va se le refaire, celui-là. On va se le refaire, il ne faut jamais rester sur un plateau manqué. Toujours pareil, beaucoup d'applications, mets bien le fusil à l'épaule, penche-toi bien en avant, tu n'es pas tout à fait assez penché, attaque-le, ce plateau. Ah! Là, tu as bougé, tu as préjugé de la direction parce que tu le connaissais. Tu as bougé, donc tu es parti un peu avant, et là, si le plateau était sorti, il n'est pas sorti, c'est très bien, mais ça t'a permis de voir la faute que tu as faite, c'est-à-dire que tu as bougé avant qu'il soit sorti quelque chose, et ça, c'est très mauvais. Il ne faut jamais bouger avant que le plateau soit sorti, parce que si le mouvement que tu fais correspond à la trajectoire, c'est bon. Si ça ne correspond pas à la trajectoire, c'est foutu. Alors, vas-y. Ah! Je suis sûr que si tu l'avais tiré avant, quand tu es parti avant qu'il était sorti, tu l'aurais manqué. Il s'agit de faire ça 200 fois, et on est champion du monde. Oh! Moi, j'avais jamais vu une fosse olympique. Hein. Je suis arrivé au tir au pigeon du bois de Boulogne, et j'étais très surpris de voir cette installation qui, à mes yeux, on tirait ici derrière, comme on l'appelle normalement, on tirait derrière des ballots de paille, quoi. Alors j'étais très surpris de voir cette grande installation, et puis le directeur du stand et le président de la fédération à l'époque, qui s'appelait M. Berroir, je me rappelle très bien, m'a dit, mais M. Carraga, vous savez, parce qu'il faut dire que je suis arrivé avec mon fusil enveloppé dans une feuille de papier journal, j'avais eu du mal à arriver, il y avait des brigades de pont à l'époque par avion, et il m'a dit, M. Carraga, vous savez, ici, il faut un gilet de tir, et puis si possible une cravate, parce que il y a des gens qui bon, j'ai bien compris, j'ai regardé l'affiche, j'ai vu M. de Gouvion-Saint-Cyr, M. le comte de Chavagnac, M. de Tuder, M. Claude Foussier, j'ai bien compris qu'il fallait quand même, je ne pouvais pas tirer là comme je tirais dans mon maquis, hein, c'était évident. Seulement, j'avais 300 francs en poche et j'ai été chez M. Callen-Sémodé, qui est un grand armurier de l'avenue de la Grande Armée. J'ai acheté un gilet et je l'ai payé 300 francs. Et je suis resté 2 jours sans manger, hein, avec cette histoire de gilet. Mais je suis rentré au Bois de Boulogne, au stand du Bois de Boulogne, avec un gilet de tir et une cravate. Oh! Et puis après, alors, en rentrant ici, j'ai commencé à m'intéresser au tir vraiment d'une façon importante. Et je suis rentré dans une cartoucherie qui était la cartoucherie Tunette à Toulouse, où je suis resté comme magasinier pendant 1 an, puis ça ne me convenait pas, donc je suis parti. Et là, j'avais un peu assez de tirer. C'est là que commence une période intense de pêche profonde au corail. J'habitais Marseille. Et c'est là que j'ai commencé à pêcher d'une façon très importante le corail, parce que ça me permettait de gagner ma vie très bien, du reste. Dangereusement, mais très bien. Et ça a duré de 1962 à 1969. Il s'est passé des choses bizarres. J'avais un beau bateau. Nous étions 6 équipiers qui gagnions bien notre vie, puisque nous avons tous construit nos villas et nous avons vraiment amélioré notre ordinaire avec cette pêche au corail. Et en 1967, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'avais eu aucun accident pendant 6 ans, et en l'espace de 6 mois, j'ai perdu 3 amis. J'ai eu 3 morts à mon bord en l'espace de 6 mois, par des accidents de plongée profonde, bien sûr.
Et là, ça m'a quand même refroidi, on peut dire que ça m'a refroidi. J'ai recommencé un peu à tirer à haut niveau, j'ai gagné les championnats d'Europe en 1968 Fosse Olympique, tout de suite en m'y remettant. Et en 1969, le colonel Crespin m'a dit, écoute, tu fais un métier qui est vraiment trop dangereux, tu as des qualités qui nous permettent de gagner des médailles d'or, donc rentre au ministère des Sports, laisse tomber la pêche profonde, tu gagneras peut-être moins d'argent, mais tu vivras plus longtemps. Oh! 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 Pendant un certain nombre de temps, j'ai pratiqué le pigeon vivant. Le pigeon vivant était agréable, d'abord parce qu'il représentait donc le tir de chasse, mais réglementé. Et puis, ça permettait aussi de gagner des sommes d'argent importantes quand on tirait bien. Toutes les grandes villes thermales de France pratiquaient le pigeon vivant, le Touquet, Deauville, Aix-les-Bains, Vichy. Le fief, si vous voulez, le fief vraiment du pigeon vivant, c'était Monte-Carlo. Alors Monte-Carlo, c'était une compétition qui durait tout le mois de février, 28 jours, qui faisait venir des tireurs du monde entier. Et alors ça s'est arrêté à la suite d'un incident. Je crois qu'une actrice française, Martine Carole, pour ne pas la nommer, a reçu un pigeon sur sa robe en sortant de l'hôtel de Paris. Et puis comme elle était amie avec Grace Kelly est intervenu au niveau de son mari, le prince Régnier. Et le lendemain, nous avons été convoqués à la principauté. Le prince a été catégorique, il a dit « Nous ne tirerons plus aux pigeons vivants ». Ça a été la destruction d'une chose extraordinaire. Ça a navré je ne sais pas combien de personnes qui venaient de tous les coins du monde pour passer ces 28 jours à Monaco. Et puis, en plus, ça a coûté à la principauté quelques centaines de millions, parce que c'était des gens qui venaient des États-Unis, des Indes, du Japon, de partout, qui venaient tirer aux pigeons vivants. Et ce n'étaient pas des clients qui étaient négligeables, puisque le soir, après avoir tiré toute la journée, c'était des gens qui allaient au Café de Paris, au casino, et c'était une clientèle très aisée et qui laissait beaucoup d'argent à la principauté. Ça a été dommage d'arrêter ce tir, et puis alors après, évidemment, toutes les grandes autres villes thermales, Vichy, le Touquet, Deauville, Aix-les-Bains, tout ça, ça c'est même Paris, ça s'est arrêté. On n'a plus tiré aux pigeons vivants, on a tiré après à ce qu'on appelait, c'était un palliatif, c'était les électrocibles. Les électrocibles ont voulu remplacer le pigeon vivant. Moi, je pense que c'était simplement autre chose. J'ai continué à pratiquer un peu parce que c'était quand même relativement intéressant. Oh! C'est des maisons de produits qui m'ont permis d'arriver où j'étais, où je suis. Parce qu'il est bien évident que si je n'avais pas rencontré des maisons de produits comme la cartoucherie Fob, Browning, je n'aurais pas pu m'exprimer comme je me suis exprimé. Je n'en avais pas les moyens parce qu'il fallait quand même tirer aux alentours de 20 000 cartouches par an, et ce n'était pas en jouant du piano à une époque et en pêchant le corail par la suite que j'aurais pu me les payer. Donc, des maisons de produits ont eu confiance en moi, j'ai été un bon élément. Ils ont joué un cheval qu'ils ne connaissaient pas, qui est bien arrivé de nombreuses fois. Donc, ça a été un magnifique mariage. Moi, j'ai commencé à tirer des fobs avec un Browning en 1958. On est en 1995, je tire des fobs avec un Browning. Donc, il y a une fidélité. Je ne pense pas que tous les tireurs aient cette fidélité. Je le regrette un peu. Et peut-être si certains sponsors ne s'intéressent pas plus à des gens de qualité, c'est peut-être aussi un peu de leur faute. Oh! Mon premier fusil était un Browning, je l'ai eu en 1958. C'était un Special Trap B25. C'est un fusil avec lequel j'ai fait toute ma carrière. C'était un Special Trap, comme je le dis, avec la photo de John Moss Browning dessous. En réalité, c'était un Lightning, ça s'appelait à l'époque. Et ce fusil avec lequel j'ai dû tirer aux environs de 800 000 cartouches dans la période entre 1958 et 1978. Je l'ai remis au Comité national olympique français, à la porte de Gentilly, comme on dit au CNOF, et il est maintenant dans une vitrine pour que les sportifs, en passant par là, puissent le voir. Après, j'ai en collaboration avec Browning, alors
fabriqué ce fusil qui est un Special Trap 150. C'est un fusil très élaboré avec une bande ventilée qui n'est pas soudée, elle est clipsée sur le canon, ce qui fait qu'elle ne chauffe jamais. Et le canon inférieur est réglable. On peut, en vissant ou en dévissant, modifier le point d'impact du premier coup. C'est un fusil de haut niveau, c'est un fusil de professionnel. Et c'est une arme qui, je crois, a actuellement déjà 350 000 cartouches et qui ira certainement avec moi jusqu'au bout de ma carrière. Oh! Le plateau d'argile, le voici. On dit de l'argile, mais enfin, il y a des composants différents qui sont à l'intérieur. C'est une petite soucoupe avec des composants, comme je vous ai dit, carbonate de chaux, goudron de houille. Enfin, c'est différent suivant les fabricants. Il y en a de différentes couleurs, bien sûr. Là, vous avez ici une couleur qui est presque adoptée d'une façon générale dans tous les pays. Vous avez quand même aussi des plateaux de cette couleur-là. Vous en avez des noirs. Vous en avez aussi des blancs. Ça mesure à peu près 110 mm de diamètre sur une hauteur d'à peu près 25 mm. Pour un poids approximatif de 110 grammes, il vaut mieux que ça soit toujours à peu près précis, mais il y a une tolérance. Et alors, nous vérifions sa friabilité de la façon suivante, c'est-à-dire que nous le mettons comme ceci sur le travers, et nous nous arrangeons, voilà, c'est à peu près sa hauteur, la hauteur du plateau, c'est à peu près 110 mm, et nous nous arrangeons que pour le lâcher, il se brise de cette hauteur qui est à peu près là. Et là, nous avons une bonne friabilité, donc nous avons un plateau qui est très opérationnel et ça va très bien. Il faut quelques plombs pour le casser, et c'est surtout sa force centrifuge qui est provoquée par le lancement du bras qui fait qu'il se détruit en l'air. S'il ne tournait pas, il serait plus difficile à briser. Oh! Un docteur mexicain, qui est le professeur Alcon, que tout le monde connaît, qui est très connu, qui s'occupe surtout de neurologie, a demandé l'autorisation de me mettre, pendant la compétition, pas pendant les essais, pendant la vraie compétition, 5 ou 6 électrodes qu'il a placées lui-même. J'en avais une ici, une derrière la tête. Alors, le plateau, quand on va le commander, qu'est-ce qui se passe? On a un plateau, on va le tirer. On a une montée de la vigilance. La montée de la vigilance, ça fait comme ça. Vous avez votre vigilance qui monte, qui monte, qui monte, c'est la vigilance. Quand elle arrive à son point maximum, c'est là que vous commandez votre cible. Vous commandez votre cible parce que là, tous vos traîtres, tous vos yeux, vos neurones, vos nerfs sont concentrés sur la cible. Oh! À ce moment-là, si vous le cassez, votre courbe redescend comme ça. C'est-à-dire que le résultat est acquis. Bon. Mais si jamais, à cet moment-là, vous manquez votre cible, votre courbe redescend comme ça. Et ça, sur les graphiques et les électrodes qu'on m'avait branchés, on voyait très bien que ma courbe, après la satisfaction du coup bien réussi, redescendait sur un rythme cardiaque normalement, mais que sur un échec, elle redescendait d'une façon complètement anarchique, c'est-à-dire que je reprenais un calme très moyen et avec un certain temps, et je n'étais pas en possession de mes moyens immédiatement, comme je l'étais après une réussite. Donc, l'échec, la décharge d'adrénaline, le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, vous empêche de continuer dans les mêmes conditions que si vous avez fait quelque chose de bien. Oh! Je suis en discipline olympique. Là donc, j'ai le poste en face de moi qui va me distribuer 3 trajectoires possibles. Je suis sur un groupe de 3 machines. Le premier groupe, je suis sur le poste 1. Et vous savez, quand on attaque le premier plateau, c'est jamais le plus facile. C'est même souvent bien difficile car on a attendu son tour et on n'est pas chaud, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on appréhende. Il faut s'efforcer de lutter contre cette période de stress, de petite angoisse, et tout est là finalement. Et je vais essayer de faire le mieux possible pour casser ce premier plateau qui conditionne toute la suite. Si je démarre mal, faisant un 0 au départ et finissant par un 24, on se dit tout s'est bien passé, je suis bien content. Mais si des fois on manque le dernier plateau, après avoir cassé tous les autres, alors on n'est pas content. Faisant 24 en manquant le dernier, on est furieux. Faisant 24 en montant le premier, on est tout heureux. On va essayer. Donc, beaucoup de calme. Je fais très attention à ma prise de main gauche. Moi, je n'ai pas de problème car je prends toujours mon fusil au même endroit. Ma prise de main droite. Ma mise à l'épaule. Ma descente de joue. Je me penche en attaque, montée de la vigilance, Paul! Voilà, un coup parfait. Je récupère. Dans cette fraction de seconde, j'ai dû dépenser
une bonne somme d'énergie, comme si j'avais monté une petite côte de 7 à 8 mètres. J'ai 1 minute, le temps que les autres tirent, de façon à me refaire une santé. C'est très important, hein? C'est là que tout se passe. Et je vais continuer. Gestion totale de mon organisme. J'essaye de faire abstraction de tout ce qui m'entoure. La seule chose qui, pour moi, à partir de cette seconde, a de l'importance, c'est cette cible qui va surgir, vers laquelle je dois me déplacer en moins de 3/10 de seconde. Schéma identique. Fermeture du fusil très douce, prise de main toujours les mêmes, crosse, main gauche, joue, visée, recherche de l'équilibre, montée de la vigilance, montée de la vigilance. Oh! Je l'ai cassé du premier coup, pas très bien, ce qui fait que comme je n'ai pas arrêté mon fusil et que je n'étais pas sûr dans ma tête de ma première visée, j'ai secondé immédiatement. Si j'avais manqué du premier coup, étant donné que je me suis bien déplacé dans le deuxième, ça aurait été quand même un bon coup de fusil. Mais le fait d'avoir eu l'impression de faire une petite erreur m'a quand même un petit peu stressé. J'ai été lent sur le départ, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Arrivé au poste 3, les autres tirent, toujours en discipline olympique. Je suis face au poste 3, 3 possibilités, à droite, à gauche ou tout droit, avec des vitesses évidemment qui varient et des angles qui peuvent être montants, rasants et bien différents. Donc, un peu de concentration, beaucoup d'application. Sans application, rien n'est possible. C'est une chose où on ne peut rien laisser au hasard. Si je fais une petite erreur, soit à ce niveau-là, soit à celui-ci, soit à celui-ci, soit à celui-ci, si tout n'est pas parfait, et dans ma tête, sûr que l'échec est au bout. Pas de pensée négative. Je suis sûr que je vais casser ce plateau, car je vais y mettre tout mon cœur. Oh! Un no-bird est un plateau qui ne part pas. Je n'ai pas fait trop d'erreurs, mais j'ai quand même légèrement bougé, ce qui renforce ma vigilance. Je me suis dit, s'il était parti, étant donné que, vu la tension et la pression, j'ai un petit peu bougé, le coup aurait pu être pas très bon. C'est une bonne leçon, car j'ai un peu bougé, et je vais faire attention maintenant de ne pas bouger tant qu'il n'est rien sorti. Ne pas bouger tant qu'il n'est rien sorti, c'est la base même. Maintenant, je me méfie. Là, je suis plein de méfiance, parce que je me dis peut-être, il va encore y avoir un no-bird. Je me prépare bien. Oh! Là, j'ai contrôlé ce plateau et je dois dire que j'étais très près à tout. Un no-bird, c'est-à-dire un plateau qui part mal ou qui part cassé, un plateau très difficile, et comme j'étais absolument tendu et très près, vous avez vu, ça s'est très bien passé. Me voilà au poste 4. Je suis presque au bout de ma série de 5, car je considère que 25 plateaux, ce n'est pas 25 plateaux, c'est 25 fois un plateau, et c'est 5 fois 5 plateaux. Mon premier parcours, mon deuxième parcours, mon troisième parcours, mon quatrième parcours et mon cinquième parcours. Je vais tirer 5 fois 5 plateaux, mais toujours un par un, et en apportant à chacun la même application. On recommence. Un petit coup d'aération. Une bonne expiration. On regarde un peu à loin pour focaliser, pour l'accommodation des prunelles sur le lointain, car c'est environ à 30 mètres que je vais casser cette cible, ou que je vais essayer de la casser. Donc on y va. On met tout en œuvre. Regardez bien, si vous faites comme ça, vous allez y arriver. Mais c'est pas facile, je le sais, j'en ai l'expérience, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On essaye, c'est tout ce qu'on peut faire. À l'épaule, la joue, montée de la vigilance, montée de la vigilance. Oh! Voilà encore un très bon coup de fusil. J'étais très près, j'ai fait énormément attention.
fais ça pour ne pas vous décevoir, surtout parce que j'espère que ça va bien se passer. Je ne voudrais pas que vous croyiez que plus je vieillis, plus je tire mal. C'est pas vrai, j'essaie de tirer le mieux possible. Nous allons passer au poste 5. Voilà la fin de mon premier parcours de simple plateau. J'ai fait très attention, tous ces simples plateaux. Il faut que je fasse 5 fois ça. Les collègues sont en train de tirer. Moi, je fais très attention. Je sais que le poste 3 tire, le poste 4 tire. Maintenant, ça va être à moi. Donc, toujours pareil. Pas le doigt sur la détente quand on ferme le fusil. Beaucoup d'attention, beaucoup de préparation. Mise en joue, la joue contre la crosse, montée de la vigilance, montée de la vigilance, montée de la vigilance. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je vais répauler mon fusil. L'arbitre comprendra que j'ai eu un petit problème, d'épaulement, je l'ai senti. Alors, il ne faut jamais hésiter. Quand vous n'êtes pas bien, un point, c'est un point. Un point, c'est très important. Quand on n'est pas bien épaulé, qu'on ne se sent pas tout à fait à l'aise, je sais qu'on a 10 secondes pour tirer, mais les arbitres sont des gens qui sont là pour nous aider. Si on fait une petite erreur d'épaulement, n'hésitez pas. Cassez le fusil, posez-le par terre et recommencez. N'essayez pas de vous mettre votre fusil, de chercher comme ça n'ira jamais. Quand vous n'êtes pas bien, vous posez votre fusil et vous recommencez. Montée de la vigilance. Oh! Voilà, un excellent coup de fusil. Alors, très important, maintenant, je vais retourner au poste 1. Et c'est cette période de temps que j'utilise, car c'est la seule qui me permet de faire aux environs de 17 mètres, avec des mouvements dans les jambes, en essayant d'oublier mon trac, en essayant d'oublier ma trouille, comme on dit franchement, car en compétition, le stress est important. La gestion de ce stress est une chose importante. Je viens tout doucement. Le fusil, bien sûr, vide, sans munitions. Il est interdit d'avoir des cartouches dans le fusil quand on effectue ce déplacement. Je viens à mon poste 1, en attendant que les autres aient fini de tirer. Je charge mon arme, tranquillement, et là, je finis mon expiration. Là, pas ma respiration, mon expiration. Je rejette tout ce que ces 5 plateaux m'ont apporté comme stress, comme préoccupation, et je suis reparti pour une série de 5. Oh! Lors d'un déplacement en Chine, plus précisément dans la ville de Hong Kong, j'ai toujours été assez intéressé par les arts martiaux. J'ai essayé d'en faire un petit peu, mais enfin, bon, sans grand succès. Et j'ai rencontré là-bas un professeur d'anglais, qui était un Chinois, professeur d'anglais à Hong Kong, et qui était un philosophe de la façon de se préparer mentalement. C'était quelqu'un qui était assez âgé, il avait au moins 70 ans, il doit être mort maintenant. C'était tout de suite après les championnats du monde de 74. C'était au début de l'année 75, nous avions été là-bas, je crois, pour faire une rencontre franco-chinoise. Je ne me rappelle plus quels étaient des membres d'équipe de France qui étaient venus avec moi, mais nous étions 5 ou 6. J'avais beaucoup parlé avec cet homme parce qu'il venait sur le stand, il était intéressé par la façon dont se déplaçaient les tireurs sur un pas de tir. Il trouvait que les tireurs talonnaient, il trouvait que les gens ne se déplaçaient pas d'une façon assez souple. Il les trouvait bloum, un peu lourds sur le stand de tir. On a beaucoup parlé, il parlait très bien français, et il m'expliquait que le tir était une chose qui correspondait à certaines peurs que peut avoir un individu face à l'échec. C'est-à-dire qu'il me disait, vous voyez, vous mettez une planche de bois entre, une planche c'est toujours en bois en principe, une planche entre 2 chaises, large de 20 cm, vous passez facilement dessus. Si on vous la met en haut d'un building, vous ne passez plus. Et vous ne passez plus, pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez la possibilité de l'échec, c'est des idées négatives. Vous vous dites que si vous tombez d'une chaise, ça ne sera pas grave, mais que si vous tombez du haut du building, ça sera très important. Et c'est d'envisager la possibilité de l'échec qui fait que votre comportement change. Ce que cela m'a enseigné, ce qu'il m'a enseigné, c'est que finalement, l'être humain, dans certaines circonstances, ne savait pas respirer. Ou plus exactement, ne savait pas expirer. Parce qu'il me disait que de toute façon, respirer, on n'oublierait pas. Si on oubliait, ça allait mal. Mais d'expirer, quand il faut, se vider de façon à faire le plein
d'oxygène, et d'une certaine façon, par le ventre, tu fais partir tout de là et tu vides tout, tu prends ton calme, tu as quoi, 17-18 mètres à faire, tu vas faire ces 17-18 mètres, c'est la période de respiration, d'expiration, de vide pulmonaire, de vide mental, c'est là qu'on se ressource pour recommencer sa série 1, 2, 3, 4, 5, on revient, on pratique cette respiration très calme, très pondérée, très mise en place. S'il y a eu un échec dans le passage des 5, eh ben, on va utiliser cette petite distance qui est de 17 à 18 mètres de façon à oublier cet échec qui va vous avoir fait monter la pulsation de 30 ou 40 pulsations, qui va vous avoir provoqué une décharge d'adrénaline, qu'il va falloir éliminer par un système de respiration entre le poste 5 et le poste 1. C'est très important. Un 0 en appelle souvent un autre si on ne sait pas le gérer. Oh! La fosse universelle est une merveilleuse discipline dont l'installation ne comporte que 5 machines. Vous avez 5 vitesses et 5 angles. Mais étant donné qu'on se déplace 5 fois le long d'un parcours, ça fait exactement 25 angles. Il y a 5 vitesses, mais 25 angles. Alors on peut dire qu'elle est un peu plus douce que la fosse olympique, les trajectoires sont moins tendues, par contre, les angles sont beaucoup plus importants. Avec le parcours de chasse, qui est en pleine évolution, c'est une discipline agréable, de loisirs, et attention, qui vous mène aussi vers les championnats d'Europe et les championnats du monde. Au poste 1, tous les tireurs de fosse universelle craignent, bien sûr, le poste 1 et le poste 5. Moi, le premier, du reste, parce que il faut bien vous compreniez que le poste 1, quand il vous sort un plateau qui partit de la machine numéro 5, c'est un grand transversal. Quand vous êtes au poste 5, qui vous sort un plateau qui est lancé par la machine numéro 1, c'est aussi un grand transversal. Donc je pense que les deux plateaux difficiles à la fosse universelle, c'est le poste 1, le poste 5, quand on touche les extrêmes. C'est une discipline qui demande quand même une petite différence avec l'olympique. Il faut avoir, je crois, une coulée de bras beaucoup plus importante. Certains tireurs en France sont très forts dans cette discipline, mais aussi en Italie, et ça a été prouvé récemment, et même dans d'autres pays comme l'Espagne et l'Allemagne. Bien, alors, nous allons essayer. Alors, évidemment, je suis au poste 1. Grande méfiance, parce que je me dis en moi-même, s'il me sort l'appareil 5, ça va être un grand transversal à gauche. Alors, je ne vais pas focaliser sur cette idée-là, parce que si c'en est un autre, ça va être encore terrible, ça va être encore pire. Mais je vais bien faire quand même attention. Je vais quand même faire une visée qui n'est pas tout à fait au centre de l'apparition du point 3. C'est que je vais faire une visée qui sera légèrement excentrée vers la gauche de l'apparition du point 3, de façon à ce que si c'est le 5 qui sort, j'ai moins de chemin à faire et le plus rapidement possible pour essayer de le rattraper. Je crois que tous les tireurs font comme ça, tous les grands tireurs font comme ça, et je ne pense pas que ça soit une mauvaise méthode. Ça a été la mienne, je l'ai mis en pratique pendant pas mal de temps, et je ne réussis pas trop mal à la fosse universelle. Nous allons essayer. Oh! Voilà, c'était un bon coup de fusil. Ce n'était pas un poste 5. Maintenant, je vais me diriger vers le poste 2. Toujours en faisant très attention. Et ce qui est important, je ne vais pas me tenir au milieu du poste 2, ni du poste 1 du reste. Le poste 1 et le poste 2, je vais l'utiliser au maximum, comme autorise le règlement, sans sortir de mon cadre. Je vais l'utiliser au maximum à droite. Le poste 1 et le poste 2, je vais le tirer au maximum à droite de l'emplacement autorisé. Le poste 3 n'a pas d'importance, je vais le tirer au milieu. Mais le poste 4 et le poste 5, je vais le tirer au maximum autorisé par règlement sur le côté gauche du poste, de façon à me rapprocher le plus possible du point central. Car à la fosse universelle, le poste 3, on peut estimer que c'est le plus facile, car c'est celui qui permet d'être au milieu d'une trajectoire soit tendue à droite, soit tendue à gauche. Donc je me mets au maximum du poste 2 sur la droite. Je fais toujours attention quand même aux extrêmes
qui à ce poste sont encore un peu dangereuses, mais moins qu'au poste 1 et qu'au poste 5. Et ma préparation, elle, est toujours identique, bien sûr. Ne change pas d'épaulement, ni de mise en joue, ni de prise en main, en fonction des installations. Ça, c'est toujours pareil. Je me tiens un tout petit peu à gauche du point d'apparition, mais légèrement. Je me concentre. Oh! Voilà, c'était encore le même. Beaucoup de fusils. Tout va bien jusqu'à présent. Ce poste-là est le poste où je peux, non pas me relâcher, il ne faut jamais se relâcher, mais disons qu'il me fait moins peur que les autres, surtout que le poste 1 et que le poste 5, car je suis au centre, et là, je peux aller facilement à droite, facilement à gauche, sans avoir une grande triangulation. La fosse universelle est une merveilleuse installation, mais il faut faire très attention, il ne faut pas la sous-estimer, bien qu'elle soit un peu moins rapide que l'Olympique, elle est quand même très difficile. On fait beaucoup de grands scores quand elle est bien réglée. Si elle est mal réglée, elle est épouvantable, il faut bien la régler. Mais nous savons régler les fosses universelles, et en France, nous avons beaucoup de satisfaction avec ce genre d'installation, et il y a des tireurs français qui sont très bons dans ce genre de discipline. Beaucoup de préparation. Là, c'est un point central, donc je suis au milieu de mon pas de tir. Oh! Voilà, c'était un léger transversal à gauche. Je n'ai pas encore touché les sales bêtes qui sont machine 5 du poste 1 et machine 1 du poste 5, mais ça va venir, hein. Il y en a pour tout le monde. Oh! Positionnement à l'extrême droite du poste numéro 1, centrage du fusil et décalage du fusil en cas d'extrême gauche. Oh! Poste numéro 2, positionnement sur le poste au maximum à droite du poste, centrage sur le centre de l'apparition, léger décalage, moins important qu'au poste 1, machine numéro 5. Oh! Poste numéro 4, positionnement du corps au maximum à gauche du poste. Centrage du fusil par rapport à la sortie sur la droite de la sortie. Machine numéro 1. Oh! Poste numéro 5, position des pieds maximum à gauche du poste. Machine numéro 1, fosse universelle, centrage par rapport à la sortie, décalé sur la droite. Oh! Dans le Baltrap, on croise des individus bizarres et même de grandes personnalités. J'ai tiré pendant plusieurs années avec Karni Singh. C'est un Maharaja qui habite un petit royaume à côté de Bali, aux Indes. Et c'est un homme extraordinaire, avec une barbe. Il venait toujours sur les stands avec 10 ou 15 femmes. Tous les matins, lui faisait sa barbe. Il avait des turbans jaunes, des turbans bleus, des turbans roses. Il était magnifique, cet homme. Il tirait comme une pompe, mais il était très bien. Il avait un fusil qui valait 20 ou 30 millions. C'était un pur dais superposé, un fusil extraordinaire. Et il me disait toujours, Karega, venez chez moi, je vous ferai tuer 2 tigres et je vous donnerai 40 femmes. Et un jour, j'étais avec ma femme, mais il ne savait pas que c'était ma femme. Et il me dit, Karega, il faut venir chez moi, je vous donnerai 2 tigres et je vous ferai tuer... Non, je vous ferai tuer 2 tigres et je vous donnerai 40 femmes. Et là, ma femme a dit, vous savez, à la 30e, il fatigue. Oh! Alors, effectivement, comme il a beaucoup insisté, à un certain moment, j'ai effectivement été chez lui. Il m'a reçu comme ces gens-là savent recevoir. Et il m'emmenait effectivement tuer 2 tigres à dos d'éléphant. Et je dois dire que dans ce panier en osier, à droite, à gauche, devant, arrière, à droite, à gauche, je me suis payé un mal de mer extraordinaire. Ça secoue ce truc-là, c'est pire qu'un bateau. Et si on n'y est pas habitué, on est réellement malade. Bon, j'ai tué mes 2 tigres comme je pouvais, parce que j'étais invité et qu'il fallait le faire, sans grande passion, parce que je ne suis pas un grand chasseur de safari.
Mais ça a été pour lui faire plaisir, il était très content, et moi aussi j'ai fait un voyage extraordinaire. Quant aux 40 femmes, je dois avouer franchement que ma femme avait raison, au bout de la 30e, j'ai vraiment fatigué. Oh! La diététique, dans tous les sports, enfin, dans le trap aussi, je pense que ça a une grande importance. Il est évident qu'à partir du moment qu'on a besoin de tous ces temps de réaction, de tous ces temps de réponse, enfin de sa condition neurologique au meilleur niveau, si on se goinfre avant un match ou si on commence à exagérer, on prend des kilos. Bon, pour le tir, la stabilité étant recherchée, c'est peut-être pas plus mal, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Donc la diététique, ce que j'ai fait personnellement pendant de nombreuses années, c'est un bon repas le matin. Un bon repas le matin, j'entends par là café au lait, un œuf brouillé éventuellement, quelques jus de fruits, des choses comme ça. Du bacon. Du bacon éventuellement. Et puis alors, à midi, pendant la période de compétition, bien que après j'ai commencé à boire du vin, je me contentais de jus de fruits très sucrés. Ou alors des barrettes de céréales, comme font certains athlètes. Et je pense que c'est très bon. Et puis le soir, alors je faisais un repas copieux avant d'aller me coucher. J'ai souvent fait ça, j'ai demandé aux copains de l'équipe de France d'en faire autant. Et apparemment, ça marche. C'est ce qui est bon. Un jour, un docteur m'a dit, j'ai bu du vin très tard. J'ai commencé à boire du vin à l'âge de 45 ans, et encore sur ordonnance médicale presque. C'est un docteur qui m'a dit que dans les moments difficiles de compétition, où c'est que l'estomac pouvait éventuellement faire une boule, on dit on ressent une boule à l'estomac, c'est le stress, quoi, c'est le haut niveau. À ce moment-là, il m'a dit que si je buvais un verre ou deux de Bordeaux contenant du tanin à l'heure du repas, de préférence à midi, eh bien cela me compenserait cette angoisse que tout compétiteur ressent à haut niveau. Et effectivement, bon, j'ai mis pas mal de temps à boire un verre de vin, mais après je m'y suis mis, puis je me suis rattrapé depuis, et je pense qu'un ou deux bons verres de vin, du très bon vin, en mangeant, ça aide à bien digérer. Moi, ça m'a combattu un peu le stress. Oh! La sécurité est la priorité des priorités. Une arme doit toujours être maniée avec douceur. Elle ne doit jamais être approvisionnée. Elle ne doit jamais être dirigée vers quelqu'un. Et il faut bien être conscient que nous pratiquons du tir avec des munitions. Et une arme n'a ni mémoire ni ami. Donc il est toujours très important de faire attention à la sécurité. Entre le poste 5 et le poste 1 d'une installation universelle ou olympique, il est évident que votre fusil doit toujours être ouvert, ne doit jamais comporter une cartouche. Même s'il est ouvert, il ne doit pas comporter une cartouche. Quand il y a une cartouche dedans, il est approvisionné. Quand il est fermé, avec des cartouches à l'intérieur, il est armé et prêt au tir. Vous êtes entouré de monde, entouré de public. La sécurité, c'est la priorité des priorités pour tout tireur sportif. Oh! Poule! Voilà. Je bouge avant d'avoir commandé. Je pense que je vais être pris de vitesse par le plateau. Je veux aller plus vite, je veux le rattraper. C'est pas vrai. Il ne faut jamais bouger tant que le plateau n'est pas sorti. Donc, on commande et on bouge après. Oh! Je viens de toucher un no-bird. Je viens de toucher un no-bird sur ma droite. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Oh! Voilà. Je suis en train de m'embarquer dans la direction que j'ai vue. Le règlement, s'il en sort un autre que je dois tirer quand même, je vais être décentré. Il ne faut jamais s'embarquer dans la direction d'un no-bird qu'on a vu. Laissez-le sortir, faites comme si vous ne le connaissez pas. Souvent, on manque des no-birds parce qu'on s'embarque dans la direction qu'on a vue. À ne pas faire. Oh! Je suis mal épaulé. Je le sens bien que ça va pas. J'ai pas pu le mettre comme je voulais, ce fusil. Pour une raison ou pour une autre, le stress, un peu le trac. J'ai un mauvais épaulement, je le sens. Et vous savez quoi? Je vais commander mon plateau quand même parce que je me dis que ça ira. Bon, ça ne va jamais. Et puis je vais vous dire, c'est même peut-être pas parce que mon épaulement n'est pas bon que je vais faire un zéro. C'est parce que comme je sens que je suis mal épaulé, je vais penser à ça au lieu de penser à ma cible qui va sortir. Et là, c'est la catastrophe.
quand vous êtes mal épaulé, que vous sentez que vous n'avez pas réussi à faire bien ça du premier coup, vous n'hésitez pas, vous cassez votre fusil, vous le posez, vous respirez, vous faites un sourire à l'arbitre éventuellement, et vous recommencez. Ne jamais insister sur un épaulement qui du premier coup n'a pas été mis bien en place. Très important. Oh! 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 Le plateau n'est pas sorti pour diverses raisons. Soit le micro a mal enregistré, soit ma voix n'est pas bien passée, soit un problème électronique de ses produits. Quand vous commandez une fois que rien ne se passe, que le plateau ne sort pas, désépaulez immédiatement et reposez le fusil. Ne cherchez pas à faire oh, 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 à chanter pour le faire sortir. S'il n'est pas sorti du premier coup, désépaulez immédiatement et recommencez. Ne pas insister vocalement. Oh! Ce petit exercice n'est pas bien compliqué. Vous tendez deux doigts, vous posez une cartouche dessus et il faut qu'elle tienne. Sans tomber, bien sûr, si vous tremblez, elle tombe. C'est une chose que je fais, que j'ai toujours fait, avant la compétition, avant la première série de la compétition, et c'était mon thermomètre de ma pression, de mon stress, de mon trac, pour tout dire, comme tout le monde. J'ai souvent eu le trac avant de commencer une grande compétition, et ceci me permettait de savoir dans quel état j'étais. Elle n'éclate pas en tombant, mais elle va quand même vous indiquer que vous n'êtes pas en possession de tous vos moyens neurologiques si elle fait comme ça et qu'elle tombe. Donc, c'est un bon baromètre. Oh! Entre chaque planche, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas se disperser. Quand vous avez fini de tirer, vous jugez votre planche ou vous ne la jugez pas, selon l'arbitrage, et vous allez dans un coin vous mettre tranquille. Vous ne commencez pas à courir à droite, à gauche, pour voir ce que fait l'un, pour voir ce que fait l'autre. Vous vous dispersez, vous vous usez, vous vous fatiguez. Entre chaque planche, il faut vous reposer, vous préparer à la suivante. C'est très important. Dans une journée de tir, faites votre tir, ne vous dispersez pas, et quand vous avez fini de tirer, reposez-vous. Moi, je suis même arrivé à dormir. Il est vrai qu'un Corse dort facilement. Mais moi, ça ne pose aucun problème pour moi de dormir entre chaque planche, 1 heure. Des fois, ça dure 2h30, 3 heures entre une planche et l'autre. Mettez ce temps à profit pour vous ressourcer. Oh! Pendant la compétition, une bonne orange pressée, il n'y a rien de tel. Et voici ma recette. À votre bonne santé. Je vais vous dire quelque chose, je suis quelqu'un d'heureux et j'ai peut-être l'avantage sur les autres, c'est que moi je le sais. Je sais que je suis heureux. Alors qu'il y a des gens qui sont certainement autant que moi, mais qui se créent des problèmes et qui ne le savent pas. Et je crois que c'est bien de le savoir.